Merci d'être venu ce soir. Je sais qu'il y a un autre événement qui me fait concurrence. Voilà, je suis donc enseignant-chercheur à l'INSA de Lyon. Donc je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle le laboratoire City, un laboratoire. Donc je suis informaticien déjà. Je fais des recherches en informatique. Et donc le laboratoire auquel j'appartiens traite de tout un tas de problèmes d'informatique, en particulier tout ce qui est télécommunications, objets connectés, réseaux sans fil, etc. Et je fais également partie de l'INRIA, donc qui est un institut de recherche en informatique, qui est un peu l'équivalent du CNRS, dédié vraiment à l'informatique. Et dans le cadre de cet institut, je fais partie de l'équipe de recherche Privatix, qui rassemble une quinzaine de chercheurs, permanents et non permanents, qui s'appelle Privatix. Et comme son nom le suggère, c'est une équipe de recherche qui est centrée autour des problématiques de vie privée, liées principalement aux nouvelles technologies numériques. Donc aujourd'hui, j'interviens dans ce cycle qui est de conférences qui est lié à la culture. Donc la culture, c'est quelque chose qui était un peu loin de la thématique de recherche à la base. Néanmoins, on a réussi à converger vers un exposé donc, qui fait le lien entre la culture et mon domaine de recherche de prédilection. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler des problèmes de vie privée qui peuvent exister dans notre consommation, les nouveaux modes de consommation qu'on a de contenu culturel. On pourra parler de streaming, d'applications mobiles, etc. Donc je vais présenter tout un tas de choses, de résultats, et je vais essayer de parsemer tout ça d'éléments. Donc je vais avoir des éléments assez généraux, et puis parfois je vais essayer d'introduire des éléments techniques pour que vous me direz si c'est trop technique, mais on va essayer d'aller parfois. Je vais vous montrer quelques équations et puis comment disséquer un téléphone portable. Je vais essayer de garder ça de manière abordable. Alors, et surtout, au cours de cette présentation, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a une question. On n'est pas obligé d'attendre la fin pour en parler. Alors, je me représente rapidement. Donc, j'enseigne l'informatique à l'INSA. Donc, tout ce qui est programmation, algorithmique, aussi sécurité, protection des données, protection de la vie privée. Et mes recherches portent sur la protection de la vie privée. Donc les objets que j'étudie sont les réseaux sans fil, les objets connectés, les applications mobiles, donc toutes ces petites choses modernes dont on est plus ou moins friand, mais une partie de la population est assez friande. Et la démarche que j'ai dans ma recherche, c'est dans un premier temps d'identifier des failles, des problèmes dans tous ces objets technologiques, trouver des fuites de données, comment est-ce que des parties tierces peuvent obtenir des informations sur nous, comment on peut être espionné via ces objets-là. Et dans un second temps, une fois qu'on a identifié ces failles, on va aller essayer de concevoir des mécanismes qui vont permettre de combler ces failles-là, donc de permettre à des systèmes de fonctionner en limitant ou en éliminant tous les risques qui existent pour les utilisateurs. Donc je dis on parce que tout ce dont je vais vous parler, ce sont soit des résultats de, pas seulement ma recherche, mais aussi des personnes que j'ai encadrées ou avec qui j'ai collaboré, ou alors simplement d'autres chercheurs à qui j'ai emprunté quelques figures, mais que je cite dans cette présentation. Donc voici le plan de la présentation. Je vais commencer avec une introduction assez générale sur ces problématiques, la culture, la vie privée, puis surtout la collecte des données personnelles. Et puis ensuite je vais aborder trois thèmes successifs, donc qui vont aborder trois axes importants qui existent dans mon domaine de recherche, qui sont dans un premier temps l'anonymisation de profil, donc avec l'exemple de Netflix qui est assez parlant. Ensuite, on va parler des applications mobiles avec tout ce qui est applications de streaming audio en particulier. Et puis on parlera également d'objets connectés avec nos télés connectées. Et puis je conclurai avec des pistes pour nous tous, de manière à ce qu'on limite les risques que je vous ai présentés ici. J'ai essayé de faire une présentation qui n'est pas trop anxiogène, même si je sais que certains des éléments que je vais aborder, c'est pour ça que la conclusion, je vais essayer de la rendre un peu plus positive. Donc, la consommation du contenu culturel. Donc, on est aujourd'hui, ce contenu culturel, c'est souvent quelque chose de personnel,
parfois même d'intime, donc de par le contenu qu'on regarde, mais aussi l'endroit dans lequel on le consomme. Donc c'est souvent dans notre salon, dans notre chambre, on regarde notre smartphone, des films dessus, on regarde la télé, on lit notre livre à côté de la cheminée. Donc on est chez soi, et bah, ce lieu, c'est par définition un lieu qui est privé, et bah, d'habitude, vous faites l'hypothèse que chez vous, personne n'est capable de vous observer. Mais là, avec ces nouveaux modes de consommation, peut-être que ça va être le cas. Et puis également, ce que vous regardez, ça peut également, enfin ce que vous consommez comme contenu, c'est également quelque chose qui va refléter des éléments personnels. Ça peut refléter votre état d'esprit à un instant donné, votre humeur. Ça peut également refléter vos centres d'intérêt, vos opinions. Donc, cette consommation de contenu, quel qu'il soit, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement privé et qui doit être, de mon point de vue, protégé. Alors, je ne sais pas si ce point de vue est partagé ici, mais on a vraiment quelque chose qu'on a l'habitude de garder pour nous. Même si on consomme parfois des contenus dans le train, on lit notre livre, on regarde quelque chose sur notre smartphone, mais on n'a pas envie de le partager avec les autres, c'est notre univers, c'est notre bulle à nous. Et là, il y a un risque, avec ces nouvelles technologies, que cette bulle privée de consommation de contenu ne soit plus si privée que ça. Puisqu'aujourd'hui, on a une numérisation de l'offre de contenu culturel qui a fait son apparition. Donc bien sûr, tout ce qui est les plateformes de streaming audio et vidéo, Netflix, Deezer, etc., bon, il y en a énormément. On a également tous ces objets portables qui nous permettent de consommer soit par exemple tout ce qui est lecteur MP3, donc c'est plus trop à la mode lecteur MP3, mais à une époque c'était vraiment quelque chose qu'on utilisait beaucoup. Les liseuses comme tout ce qui est Kindle d'Amazon, etc. Et puis aussi tout un tas d'applications mobiles qui nous permettent, qui remplissent en fait tous ces rôles de liseuse, de lecteur MP3, de plateforme de streaming vidéo et audio. On a aussi d'autres objets connectés qui nous accompagnent, qui sont donc aujourd'hui c'est téléconnecté. Avant votre télé, on la branchait à notre antenne, tout passait en analogique, puisqu'on regardait à la maison, personne ne le savait. Sauf si vous aviez un des boîtiers, c'était médiamétrie, donc certains foyers étaient équipés d'un boîtier médiamétrie qui était capable de regarder en temps réel, d'enregistrer en temps réel ce que vous regardez. Mais aujourd'hui, avec ces télés connectées, on a des télés qui sont dites intelligentes et qui vont potentiellement avoir plus de fonctionnalités. Et une de ces fonctionnalités-là, ça peut être aussi d'observer, de vous observer vous et de voir ce que vous consommez, voire davantage. Donc cette numérisation de l'offre culturelle, elle existe, et ce numérique, vous l'avez probablement déjà observé, il arrive avec plein de bénéfices. Donc on a de la communication instantanée, on est capable de faire de la visioconférence avec des personnes qui sont de l'autre côté de la planète. Au niveau professionnel ou même personnel, on est capable d'automatiser un grand nombre de tâches, donc on gagne en productivité. Et puis on dématérialise tout un tas de choses, on peut partir en vacances avec une bibliothèque complète dans sa poche, sans avoir de connexion, et on est très content avec notre liseuse, ou alors avec des films plein de quoi tenir plusieurs semaines. Mais on a également un autre élément qui apparaît, qui est la collecte de données qui est permise par le numérique. Donc cette collecte de données, elle peut intervenir parce qu'on a des capteurs dans la ville, ou alors parce qu'on a des choses qui vont collecter des données sur nous. Et là, vous me voyez venir, c'est cette collecte de données, principalement aujourd'hui, celle qui va nous intéresser, enfin celle qui m'intéresse moi, et dont on va parler aujourd'hui, c'est tout ce qui est le profilage des personnes. Donc tout un ensemble de données qui sont collectées de manière à différents objectifs. Premier objectif, ça peut être celui qui est majoritairement utilisé aujourd'hui, c'est tout ce qui est le ciblage à des fins publicitaires. Donc on va construire un profil des personnes, et ensuite on se sert de ce profil pour soumettre des publicités ciblées. Donc vous avez sûrement déjà fait l'expérience, vous ouvrez une page web d'un journal ou d'un réseau social ou quoi que ce soit, et vous voyez apparaître sur la droite ou sur la gauche des petites publicités qui, dans un certain nombre de cas, en fonction de votre profil utilisateur, correspondent vraiment à vos centres d'intérêt. Par exemple, vous avez fait une recherche pour un voyage en Grèce, et bien un peu plus tard, vous avez des publicités qui vous proposent des hôtels ou des vols pas chers à cette destination-là. Donc le profilage et cette collecte de données, elle est principalement aujourd'hui utilisée pour le ciblage, mais elle peut être aussi utilisée à d'autres fins,
qui sont par exemple l'adaptation des offres autour de l'évaluation du risque. Par exemple, votre banque, votre assurance pourrait se servir des données qui ont été collectées sur vous de manière à adapter les contrats ou votre taux de cotisation. Bon, si on se rend compte que vous êtes quelqu'un qui n'est pas très sportif, ou quelqu'un qui consommait, qui consomme trop d'alcool, va trop dans les bars, et bien on pourrait dire, bah voilà, vous allez payer plus. Voilà. Bon, il y en a plein d'autres. Donc il y a même, donc ça c'est plutôt sur le deuxième plan. Donc on a aussi tout ce qui est surveillance policière, militaire. Donc policière, militaire. Donc là je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il y a des raisons légitimes de faire cette surveillance, mais on s'est rendu compte avec les affaires Snowden et d'autres qu'il y a des abus. Donc certains États ont des moyens démesurés et abusent de ces moyens pour surveiller leur population et censurer et opprimer certaines parties de la population. Au niveau de la surveillance aussi, on peut parler de cette surveillance qui peut exister sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu il y a quelques temps dans la presse Bercy qui voulait commencer à scanner les réseaux sociaux de manière à voir si ce que les gens postaient sur leur profil Facebook, où ils allaient en vacances, ce qu'ils consommaient, était en accord avec ce qui est déclaré comme revenu. Donc ça, c'est une des conséquences qui sont un peu inquiétantes aujourd'hui, une des dérives qui peut exister. Mais bon, tout ce profilage de personnes, bien souvent, il arrive via ces technologies numériques et cette publicité ciblée qui peut, vous pouvez vous dire, moi, ça ne me dérange pas qu'on me surveille et qu'on collecte des données sur moi parce que, voilà, avoir des publicités, ça m'intéresse. Et puis, savoir qu'une entreprise de l'autre côté de la planète connaît mes centres d'intérêt, ça ne me dérange pas. Sauf que je pense que ça dérange un certain nombre de personnes et que cette infrastructure de profilage qui est utilisée pour le ciblage publicitaire, elle est également exploitée, elle peut être également exploitée par les deux autres éléments, mais surtout par le dernier. Donc on a vu, en fait, il y a des études qui ont montré, ou des fuites qui ont montré qu'en fait, la surveillance qui est faite par certains États repose principalement sur l'infrastructure qui a déjà été déployée à des fins publicitaires. Voilà. J'avais dit que je ne serais pas trop anxiogène, je crois que j'ai mal commencé. Donc, on parle de surveillance, on va parler des acteurs qui font de la surveillance. Vous connaissez en haut de l'iceberg ici la plupart de ces acteurs-là. Facebook, Google, Amazon, donc on les appelle les GAFAM ou par un autre acronyme. Donc ceux-là, vous les avez bien identifiés, et j'imagine que vous doutez que c'est eux qui vont collecter des données sur vous. Donc même si vous n'avez pas un compte Facebook, Microsoft ou autre, vous êtes de toute façon tracé par eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, Facebook et Microsoft, ils ont des petits traceurs sur tous les sites, toutes les applications, enfin pas toutes, mais il y a un grand nombre d'applications et de sites que vous visitez. Et donc même si vous n'avez pas de lien avec eux, ils vous connaissent. Peut-être pas sous votre véritable identité, mais au moins ils ont un profil plus ou moins anonyme de vous et de vos activités. Donc ça, ce sont ceux qui sont connus. Vous les connaissez bien. Mais il faut savoir que eux, ce sont simplement la partie émergée de l'iceberg, et qu'en dessous, il y a une myriade d'autres acteurs. Donc j'ai donné les noms ici, DoubleClick, Quantcast, Criteo, New Relic, Rubicon, voilà, et d'autres. C'est vraiment un tout petit échantillon, j'ai une liste complète qui fait plusieurs pages. Et ces acteurs-là, ce ne sont pas juste des petites entreprises, enfin elles sont beaucoup plus petites que les géants dont on parle ici, mais elles appartiennent à un écosystème de traçage. Donc elles font du traçage comme les autres, elles vont mettre des petits traceurs sur les pages web que vous allez visiter. D'autres de ces entreprises sont plutôt spécialisées dans le ciblage, donc elles sont en mesure de construire un profil à partir des données qui ont été collectées par les autres. Et puis il y en a d'autres qui sont plus liés à l'exploitation de ces profils, donc qui sont en lien plutôt avec les publicitaires et qui mettent vos profils, en fait, et les revendent à d'autres annonceurs et à des sites web. Il y en a même certains qui font des enchères, puisque quand vous allez vous promener sur le web, que vous consultez une page, vous êtes mis aux enchères en temps réel. Quand vous chargez une page, vous avez sur cette page-là des espaces publicitaires dont on parlait tout à l'heure. Ces espaces publicitaires, ils ne sont pas prédéterminés. Bien souvent, ces espaces, vous chargez votre page, l'espace est vide, et par contre, votre profil est identifié. Donc, ce qui se passe sur la plateforme, c'est qu'il y a une annonce qui est faite, il dit « Voici un nouvel utilisateur qui charge la page ».
voici son profil, il est intéressé par la pêche, la montagne et la cuisine. Et en face, il y a des annonceurs qui voient ce profil passer, qui savent sur quel site ça se passe, qui disent bon ben voilà, moi je suis prêt à mettre 5 centimes là-dessus, et ils font leurs enchères. Et en fait, ces enchères, c'est un processus qui se fait extrêmement rapidement, de manière instantanée quasiment. Pour vous, c'est invisible, mais les espaces publicitaires sur un certain nombre de sites web sont mis aux enchères de cette manière-là. Et voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un grand nombre d'acteurs, donc là-dedans, il y a un grand nombre d'acteurs qui sont au courant que vous allez visiter ces pages. Je suis désolé, hein, je continue sur... Donc ça, c'est la situation actuelle du numérique. J'ai parlé surtout beaucoup de web, mais vous imaginez donc la numérisation de la consommation de contenu culturel va s'insérer là-dedans et on va voir émerger les mêmes problèmes que ceux dont je viens de parler. Je vais maintenant aborder le premier des thèmes que je voulais discuter avec vous, qui est l'anonymisation de profil Netflix. Donc l'anonymisation, vous en avez peut-être parlé, ce terme. Alors, il a différentes significations en fonction de à qui vous parlez. Moi, en tant qu'informaticien spécialiste dans la communauté de la protection des données personnelles, donc pas forcément les informaticiens, mais aussi les juristes, anonymisation, ça veut dire que c'est une donnée à partir de laquelle on n'est plus capable de reconnaître déjà, de retrouver la personne à qui appartient la donnée, et on n'est plus capable d'inférer quoi que ce soit à partir de cette donnée-là. Donc c'est une donnée qui est vraiment, qui en théorie, l'anonymisation ne représente plus aucun risque pour les personnes qui sont derrière. Et on se rend compte que ce terme est parfois utilisé de manière abusive, soit consciemment ou inconsciemment, et aujourd'hui je vais essayer de vous montrer que anonymiser des données, c'est pas évident, avec l'exemple de profil Netflix. Donc Netflix, vous connaissez cette plateforme de streaming en ligne, qui est très populaire aujourd'hui, mais avant d'être une plateforme de streaming, ils distribuaient des CD en fait par la poste. Au lieu de regarder le truc par internet, on regardait par la poste. Donc c'était pas en France, enfin en tout cas en Europe, je ne sais pas si c'était le cas, mais c'était le cas en Amérique du Nord. Et dès 2006, ils ont commencé à se poser des questions sur les mécanismes de recommandation qu'on peut mettre en place pour suggérer des contenus à leurs utilisateurs, à leurs clients. Comme vous aujourd'hui, vous avez sûrement fait l'expérience, il y a tout un tas de services. Aujourd'hui, vous avez peut-être consommé des livres sur des plateformes, vous avez fait des achats, vous avez regardé des films, écouté des musiques, et la plateforme va vous suggérer d'autres contenus qui pourraient vous correspondre étant donné votre historique de consommation. Et donc là, c'est ce que Netflix voulait faire. Et ils ont fait pour ça, donc plutôt que faire le développement de cet algorithme de recommandation en interne, ils se sont dit pourquoi pas lancer une compétition qui allait impliquer tout un tas de chercheurs autour du monde, donc des chercheurs qui sont spécialisés là-dedans, dans ces algorithmes de recommandation. Et donc ils ont mis en ligne, ils ont donné à ces chercheurs-là leur base de données, donc toutes ces données qui correspondent au profil de consommation des utilisateurs, et ces profils ont été anonymisés. Je reviendrai un peu plus tard sur quoi porte cette anonymisation. Et donc l'objectif de ces chercheurs-là, c'était de construire l'algorithme de recommandation le plus efficace possible. Donc ils avaient tous le même jeu de données, et c'était à celui qui ferait l'algorithme le plus efficace. Donc là, je vais prendre l'exemple de profil. Donc chaque ligne correspond à un utilisateur, et puis on a des colonnes qui correspondent à des films. Et puis chaque utilisateur, on peut savoir s'il a consommé, s'il a déjà regardé ce film-là, et puis éventuellement il a pu fournir une note après avoir visionné ce film-là. Et comme je vous le disais, les utilisateurs ont été anonymisés. Donc l'anonymisation, en quoi elle consistait ici? Simplement remplacer l'identité réelle de la personne, donc son nom, prénom, peut-être son numéro de carte, par un numéro de série, un numéro de séquence qui n'a rien à voir avec la personne. Donc en fait, il n'y avait plus l'identité de la personne en tant que telle dans la base de données. Et donc est-ce que ça, pour autant, ça veut dire que la base de données est anonymisée? Alors, ce processus-là dont je viens de vous parler, c'est ce qu'on appelle en fait de la pseudonymisation. L'idée, c'est de substituer l'identité réelle de la personne avec un autre identifiant
ce qui va empêcher de retrouver directement les personnes. Mais peut-être qu'il y a des moyens de réidentifier indirectement les personnes. Et donc c'est ce que sont posés deux chercheurs aux États-Unis. Plutôt que de jouer le jeu de la compétition de recommandation, ils se sont dit on va récupérer le jeu de données et puis on va essayer de voir si on ne peut pas casser cette anonymisation, retrouver les personnes. Donc ils se sont mis dans le rôle d'attaquant, mais d'attaquant éthique. Leur objectif c'était pas vraiment de retrouver les personnes et d'aller les espionner, mais c'était plutôt de démontrer à l'entreprise, mais aussi à la communauté industrielle et scientifique, que ces méthodes de publication de jeux de données, en supprimant l'identité des personnes, ce n'était pas suffisant. Alors comment est-ce qu'ils ont procédé? Ils ont eu recours à une source d'information auxiliaire. Ici, cette source d'information, c'était la base de données IMDb, donc qui n'a rien à voir avec Netflix. Donc IMDb, alors si vous connaissez ou pas, c'est un site web qui regroupe tout un tas d'informations sur la cinématographie, donc sur les films, les acteurs qui sont dedans, et aussi ça permet de noter les films. Donc les utilisateurs de ce système-là vont noter les films. Et donc chaque utilisateur, dès qu'il regarde un film, il va rajouter la note, etc. Donc ça veut dire que chaque utilisateur là-dessus a un profil. Et certaines de ces personnes considèrent que ce profil-là, ils peuvent le laisser public. Et donc il y a un certain nombre de profils d'utilisateurs qui sont disponibles en libre accès sur IMDb. Okay, donc c'est une autre source d'information. Et ce qu'ont fait nos chercheurs je crois que c'était de Harvard, ils ont essayé d'utiliser cette source d'information auxiliaire pour retrouver le profil des personnes dans Netflix. Parce que ici, cette base de données-là, elle n'était pas du tout anonymisée. Elle était, donc, peut-être qu'il n'y avait pas le nom réel des personnes, mais au moins il y avait leur pseudonyme, il y avait une identité réelle qui était derrière. Donc ils ont essayé de faire le lien entre les deux. Comment est-ce qu'ils ont procédé? Eh bien, ils ont pris les profils qu'ils ont trouvés sur IMDb, les profils qu'ils ont trouvés sur Netflix, et ils ont essayé de faire des liens entre les deux. Et comment est-ce qu'on fait des liens entre deux profils? Eh bien, on essaye de voir des similarités. On essaye de voir quels sont les profils qui se ressemblent le plus. Alors, le principe est présent ici. Je vous le montre avec... donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un profil dans Netflix, qu'on va noter X, et ils ont essayé de trouver dans la base de données d'IMDb le profil Y qui allait le ressembler le plus. Ici, je donne l'exemple de retrouver des profils qui se ressemblent avec des formes géométriques et des couleurs. Donc ici, c'est assez simple. On regarde, donc c'est assez intuitif, on regarde la forme, la couleur de cet objet, et on est capable de faire une comparaison, de retrouver celui qui est le plus proche. Par contre, comment est-ce qu'on fait une similarité? Comment est-ce qu'on compare si deux profils de visionnage de film sont similaires ou pas? Alors c'est là que je parle un peu de maths. Mais voilà, ça va être, c'est pas si compliqué. Donc ma notation est la suivante. Donc je vais noter un profil, que je note X ici, qui est en fait un ensemble de films qui ont été visionnés. Donc une liste de films qui ont été visionnés. Et on va faire du calcul de similarité avec ce qu'on appelle des métriques ou des scores de similarité. Ici, je prends l'exemple d'un des scores les plus simples et les plus connus, c'est l'index de Jacquard. Donc l'index de Jacquard, il va calculer la similarité entre deux profils X et Y, donc deux listes de films, et il va calculer ça de quelle manière? Eh bien, il va prendre la taille de l'intersection entre ces deux profils. Donc l'intersection, c'est tous les films qui sont présents dans les deux profils, donc tous les films qui sont en commun, divisé par la taille de l'union des deux profils. Donc ça va être rassembler tous les films qui ont été vus indistinctement par X ou par Y. Et donc, ce score de similarité, globalement, ce qu'il fait, c'est que lorsqu'il va être proche de 0, ça veut dire qu'on a des profils qui sont différents. Et lorsqu'on a un profil qui est proche de 1, ça veut dire qu'on a des profils qui sont similaires. Donc 0, ça veut dire des profils qui sont totalement distincts, et 1, ça veut dire des profils qui sont identiques. Exemple ici, avec ces trois profils X, Y et Z, et ces quatre films-là, si je calcule la similarité de Jacquard entre X et Y. Donc X et Y, donc X a vu Bénure, Léon et Snatch, et Y a vu Bénure et Léon seulement. Donc ici, X et Y ont en commun deux films. Mais si on fait, donc ça c'est l'intersection 2,
Si on fait l'union, l'union c'est l'ensemble des films qui ont été vus soit par X ou soit par Y. Donc là on a vu qu'il n'y a que 3 films qui ont été vus soit par X ou par Y, c'est Ben-Hur, Léon et Snatch. Donc ça nous fait l'intersection divisée par l'union, 2 divisé par 3, c'est la similarité entre ces deux profils. On peut faire la même chose entre X et Z. Donc ici X et Z ont vu à eux deux 4 films différents, mais ils n'en ont aucun en commun, donc l'intersection est réduite à 0 et la taille de l'union est réduite contient 4 éléments. Donc là, on a l'exemple où on a 2 profils qui sont totalement différents, et donc on a un score de Jacquard qui est égal à 0. Donc en utilisant des scores de similarité donc qui sont bien plus évolués que celui que je viens de vous présenter, on est capable d'estimer si 2 profils se ressemblent ou pas. On est capable de traduire cette ressemblance sous forme numérique. Et donc cette forme numérique est extrêmement importante pour les algorithmes, parce que les algorithmes, ils ne sont pas comme nous, ils n'apprécient pas des formes, des couleurs, ils ont besoin d'avoir des valeurs numériques pour travailler. Et donc avec ces métriques-là, on est capable de partir de profils, de listes de films, et d'arriver à une valeur numérique qui nous permet de savoir, après, si 2 profils sont identiques, sont proches ou pas. Et donc, ils ont mis leur attaque en application, et ils ont testé ça sur leur système, sur les données qu'ils avaient à disposition. Et donc, là, ce que montrent ces figures-là, c'est le pourcentage de profils qui ont été réidentifiés, donc qui ont été retrouvés, donc de profils Netflix qui étaient à la base anonymes, mais pour lesquels on a retrouvé l'utilisateur dans la base IMDb. Et ils se sont rendus compte que, en fonction du nombre de films qui étaient présents dans le profil, eh bien on avait plus ou moins de succès. Donc si vous avez un profil avec seulement 2 films de vue, eh bien, la plupart du temps, ils ne sont pas capables de vous retrouver. Par contre, à partir du moment où vous commencez à avoir 3 ou 4 films dans votre profil, eh bien là on arrive à retrouver plus de 20% des utilisateurs. Et dès qu'on passe de 6 à 8 films, là on approche des 80%. Et bien sûr, si vous rajoutez des films, vous êtes de plus en plus retrouvables, réidentifiables dans ces bases de données. Donc aujourd'hui, je ne sais pas combien de films vous avez, pour ceux qui ont Netflix ou un système équivalent, je ne sais pas combien de films vous avez déjà, ou de séries vous avez déjà visionné, mais pour moi c'est largement supérieur à 6 sur 8, donc je pense que je suis réidentifiable quasiment avec une probabilité de 100%. Donc là, ce qu'ils ont montré, c'est que le jeu de données qu'ils avaient, qui a été distribué par Netflix à la base, qui était censé être anonyme, ne représentait aucun risque pour les utilisateurs. Et bien en exploitant une source d'information auxiliaire qui était librement accessible sur Internet, et bien ils étaient capables de retrouver l'identité des personnes. Et donc ça, c'est un véritable problème aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'anonymiser une donnée, sachant qu'il peut y avoir plein d'autres sources d'informations auxiliaires qui existent. Donc là, c'est des IMDb. Ils auraient peut-être pu y penser à celle-là, mais en fait, dans le domaine dans lequel je travaille, on se rend compte que trouver toutes les sources d'informations auxiliaires possibles, c'est extrêmement compliqué. Surtout qu'aujourd'hui, peut-être que la source d'informations auxiliaires qui va permettre de me réidentifier dans un jeu de données soi-disant anonyme, peut-être qu'elle n'existe pas encore. C'est peut-être une information qui va être créée dans 10, 20 ans. Et donc, aujourd'hui, dire qu'une donnée est anonyme, c'est bien souvent un abus de langage. Donc quand on vous dit « vous inquiétez pas, c'est anonyme, tout ça », réfléchissez avant, parce que dans beaucoup de cas, c'est un mensonge ou un abus de langage. Voilà. J'en ai terminé avec cette première partie. Est-ce que vous avez des questions ? Donc ça fait 2 heures, c'est ça. Il est 8 heures, moi c'est à 30, enfin j'essaie de faire le... D'accord. Voilà. Donc si vous n'avez pas de questions, on va passer à la suite, qui va concerner les applications mobiles de streaming. Donc vous utilisez, ou peut-être pas, en tout cas moi j'utilise une de ces applications-là, qui me permet d'écouter de la musique en streaming sur mon smartphone, et aussi sur mon ordinateur. Donc plutôt que d'acheter des CD, d'avoir un lecteur de CD ou d'enregistrer sur des cassettes comme on faisait à l'époque, là aujourd'hui on a tout qui arrive directement depuis Internet sur notre terminal, et on a accès à une librairie énorme de contenus musicaux. Donc ça c'est très bien, et souvent ces systèmes de streaming, il repose sur une application mobile qu'on va installer sur notre smartphone.
Et qui dit application mobile va dire problème de vie privée. Donc tout à l'heure, je vous ai beaucoup parlé de sites web qui vous traçaient. Mais sachez que les applications mobiles, c'est plus ou moins la même chose. Dans les applications mobiles, il y a aussi des traceurs. Donc si vous installez l'application Deezer, et bien dans l'application Deezer, il n'y a pas que des éléments de Deezer. Votre application Deezer, elle va collecter des données et en envoyer peut-être, on verra ça tout à l'heure, mais elle va envoyer à beaucoup d'autres acteurs. Et on essaiera de les compter. Et donc, quand vous êtes sur le web, il y a quelques outils, alors peut-être que vous les connaissez ou pas, mais il y a des outils techniques, des extensions que vous pouvez par exemple installer dans votre navigateur qui vous permettent de regarder quels sont les acteurs, quelles sont les personnes qui peuvent vous tracer, enfin les entreprises qui vous tracent. Pour les applications mobiles, c'est plus compliqué. On ne peut pas installer sur notre application, sur notre smartphone, un système qui va regarder où sont les traceurs, etc. Donc on est un peu embêté. Et on va avoir envie de creuser un peu dans ces applications mobiles. Et maintenant, je vais encore faire une parenthèse technique, plutôt sur la méthode. Comment est-ce qu'aujourd'hui, nous, chercheurs académiques, mais aussi d'autres chercheurs, ou des journalistes par exemple, est-ce qu'on peut étudier une application mobile et essayer de mieux comprendre ce qu'il y a à l'intérieur et quelles menaces elle présente pour la vie privée? Donc il y a deux approches pour faire ça. Une première approche qu'on va appeler statique, on va simplement regarder ce qu'on appelle le code source de notre application. Et une autre approche qu'on va appeler dynamique, on va essayer de regarder l'application dans son environnement naturel, lorsqu'elle fonctionne. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Une analyse statique. Eh bien, on va prendre l'application, le petit logiciel en fait, qui représente l'application en tant que telle, on va le télécharger, et puis on va aller l'ouvrir. Et à l'intérieur, on va avoir du code informatique, donc qui est parfois un peu obscur, mais dans lequel on peut trouver tout un tas d'informations intéressantes. En particulier, on va trouver des noms de librairies ou des noms d'entreprises qui sont présentes. Donc là, ici, alors je suis désolé, j'aurais dû mettre un peu plus gros, mais on voit des choses comme com.criteo.publisher, etc. Et donc Criteo, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une des entreprises qui fait du commerce de nos données, qui collecte des données sur nous. Donc là, c'est un exemple de ce que j'ai trouvé dans l'application, c'était laquelle, Deezer, donc que j'ai ouvert, et à l'intérieur j'ai trouvé, donc en creusant un petit peu, moi j'ai pas creusé beaucoup, mais j'ai trouvé qu'il y avait le système Criteo qui était présent à l'intérieur. Donc ça, je l'ai fait, donc, voilà, je vous ai mis l'écran ici pour vous montrer les aspects techniques, mais on peut faire ça de manière automatique, et des outils qui vous permettent, vous, de faire ça beaucoup plus simplement. Et vous permettre de lister, de voir à l'intérieur des applications mobiles que vous installez, donc que ce soit une application de streaming ou n'importe quelle autre application, de voir quels sont les traceurs qui peuvent être présents à l'intérieur et collecter des données sur vous. Donc ça, cette démarche, elle est bien, mais parfois elle n'est pas suffisante parce que des fois les traceurs sont soit cachés, vraiment dissimulés au sein de l'application, soit ils ne sont même pas présents tout de suite, c'est qu'ils arrivent un peu plus tard dans l'application. Et donc on a envie de pousser un peu plus l'analyse. Donc au lieu de regarder notre application comme quelque chose de figé, qui ne vit pas, on va essayer de la regarder dans son environnement naturel, donc lorsqu'elle vit, lorsqu'elle travaille, lorsqu'elle tourne sur un système mobile. Donc votre smartphone, en fait, il fonctionne, je schématise vraiment ici, vous avez un système d'exploitation, un peu comme Windows, qui peut être donc sur les mobiles, c'est iOS pour Apple et Android pour les systèmes Android. Et donc, au-dessus de ce système d'exploitation, vous installez des applications. Et ces applications, en fait, elles tournent vraiment au-dessus. Enfin, c'est symbolique, mais cette application, elle a besoin du système pour fonctionner. Puisqu'elle a besoin d'interagir avec le système pour lui demander de ressources. Par exemple, pour lui demander laisse-moi accéder à tel fichier, laisse-moi envoyer un message à tel site web, laisse-moi envoyer de la musique vers les haut-parleurs, laisse-moi prendre une photo, laisse-moi accéder au carnet d'adresse. Et donc tout ça, c'est ces interactions qui existent entre l'application et le système. Et puis l'application, comme je vous disais, elle a parfois besoin d'accéder à Internet, soit pour recevoir ou soit pour envoyer de l'information. Et donc elle le fait au travers du système d'exploitation, ici Android. Et donc lorsqu'on fait tourner une application, eh bien, on peut faire cette analyse dynamique, et on va aller observer comment fonctionne cette application. Donc la plupart du temps, on ne va pas voir directement à l'intérieur de l'application, mais on va aller voir
les interfaces ici, ce qui se passe lorsque l'application interagit avec le système Android. Donc on va voir ce qu'elle demande comme données. Est-ce qu'elle accède à votre géolocalisation? À quel moment? Est-ce qu'elle fait par exemple des accès à certains fichiers? Est-ce qu'elle prend de la photo? Est-ce qu'elle écoute des choses sur le microphone à votre insu? Potentiellement, ça c'est des choses qui se font. Et puis donc au-delà de ces interactions entre l'application et le système, on va aller observer ce qui se passe sur le réseau. Donc on va écouter, donc, via des artifices, mais c'est quelque chose qui est assez simple, donc un point d'accès Wi-Fi auquel on connecte le smartphone, et ce point d'accès Wi-Fi, on l'a un peu modifié pour que nous, en tant que chercheurs, on puisse regarder ce qui se passe. Donc, quelles sont les données qui sont envoyées, enfin, qui sont récupérées depuis Internet, qui vont vers notre système, et en particulier une application, mais aussi on va voir quelles sont les données qui sont envoyées par l'application vers Internet. Et surtout, à qui? Parce qu'on peut identifier quels sont les acteurs à qui sont envoyées ces informations. Et donc là, on est capable de mieux comprendre un peu ce que fait cette application. Donc on sait qu'une application Deezer, elle va forcément parler avec les serveurs de Deezer pour aller récupérer de la musique, mais peut-être qu'elle va communiquer avec d'autres serveurs, par exemple Criteo. Mais Criteo, vous n'avez pas installé l'application Criteo. Pourquoi est-ce qu'elle envoie les informations à Criteo? Et donc ça peut être problématique parce que ces informations, souvent, c'est des informations personnelles, ça peut être ce que vous écoutez comme musique, donc des informations liées à votre consommation, votre utilisation de l'application, mais ça peut être aussi des informations qui n'ont rien à voir. Par exemple, le contenu de votre carnet d'adresse. Donc si vous le voulez bien, maintenant on va essayer de regarder ça. Donc on ne va pas faire d'analyse dynamique en temps réel, on va simplement se contenter de faire une analyse statique, mais je vous garantis que déjà ce qu'on va trouver avec l'analyse statique, ça va être intéressant. Donc là on va se consacrer à cette application Deezer, et on va aller regarder deux choses. La politique de confidentialité de l'application, et puis ce qu'on appelle un rapport Exodus. C'est plus ou moins ce que je vous ai présenté ici, dans la part statique, c'est qu'on va essayer de regarder quels sont les trackers qui sont présents dans l'application, et aussi quelles sont les permissions qui sont demandées par votre application. Alors, voilà. Donc, si j'arrive... Donc la politique de confidentialité de Deezer, c'est ça. J'imagine qu'à chaque fois que vous installez une application, vous lisez l'intégralité. Déjà, vous cliquez sur la... et vous allez lire tout ça. Donc, voilà. Donc, on vous dit qu'on va... Alors, je vais essayer d'augmenter la taille. Donc, on dit qu'on va vous collecter des informations sur votre adresse email, numéro de téléphone, identifiant de réseau social, bon, pourquoi pas, vos interactions avec le produit, votre localisation approximative, bon, je ne savais pas qu'ils en avaient besoin, analyse et mesure d'audience, donc ils vont commencer à creuser un peu plus ce que vous faites, ça on l'a déjà vu, et puis la publicité également, on dit qu'on va collecter des choses, et puis la publicité pour des tiers. Donc là, on vous dit qu'en fait, il y a des données qui vont être collectées, et ces données, en fait, elles ne vont pas aller vers Deezer, mais vont aller vers des tiers, donc d'autres parties, mais que vous ne connaissez pas forcément. Donc je ne sais pas s'ils ont mis la liste des tiers ici, mais c'est voilà, ils sont restés assez flous, ce sont les tiers qui étaient présents. Donc ils vous disent qu'il y a des données qui pourraient être collectées, mais voilà, c'est un peu compliqué. Par contre, si on va voir notre rapport Exodus, donc c'est un site web que vous pouvez consulter, donc c'est pour ça que je l'ai utilisé ici, qui a été développé par une association française qui permet d'analyser les applications mobiles. Et donc ils ont analysé aujourd'hui une grande partie, la plupart des applications que vous utilisez, elles ont probablement déjà été analysées par Exodus. Et ce que Exodus est capable de faire, c'est de vous donner premièrement la liste des pisteurs qui sont présents à l'intérieur. Donc c'est ces tiers dont je parlais tout à l'heure. Donc ils vont collecter des données sur vous et ils vous donnent leur identité. Donc là, dans l'application Deezer, vous avez 11 pisteurs qui sont installés. Donc, eh bien, je vous disais, il y a les usual suspects, la Facebook, Google, qui sont présents voilà, pour je ne sais plus quelle raison. Et vous en avez d'autres que vous ne connaissez pas. Aircloud, Adjust, mParticle, Qualtrics, je ne connais pas, enfin, je ne sais pas qui c'est. On peut aller voir ce qu'ils font. Si vous regardez mParticle, on vous dit, donc ils sont localisés aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils font?
eh bien, ils vous disent qu'ils font, voilà, pour des trucs assez obscurs, je vous traduis, en gros, ils collectent des données sur vous, ils s'en servent pour les revendre éventuellement. Donc là, donc ils sont aux États-Unis, c'est un point important, parce que ça veut dire que, et eux, ils sont présents dans quand même pas mal d'applications. On peut aller en voir un autre, Qualtrics. Donc eux, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, on ne sait pas beaucoup sur eux. Voilà. On sait qu'ils existent, ils sont présents sur quand même 132 applications, mais on ne sait pas beaucoup. Alors que, bon, alors, Facebook, on peut peut-être regarder, voilà, Google Tag Manager. Eux, ils collectent des données sur vous, c'est sûr. Ils ne vous disent pas grand-chose. Par contre, eux, ils sont présents dans 14% des applications qui ont été utilisées. Donc en fait, il y a, grâce à ce système Exodus, vous êtes capable un peu de voir l'ensemble de pisteurs qui existent et de vous rendre compte à quel point ils sont présents. Donc ça veut dire que certains des pisteurs qui sont listés ici sont présents dans l'application Deezer, mais peut-être dans d'autres applications. Et donc ils vont tracer l'utilisateur de manière assez complète. Et l'autre chose que l'on trouve, ce sont la liste des permissions. Donc les permissions sur les systèmes mobiles, ce sont des droits que l'on donne aux applications pour faire certaines choses. Donc par exemple, on donne le droit, la permission à une application de prendre une photo, d'accéder à Internet, d'accéder à votre géolocalisation, d'accéder à votre carnet d'adresse. Et donc là, si une application n'a pas cette permission, en théorie et la plupart du temps en pratique, elle n'est pas en mesure de collecter cette donnée. Cependant, là, on peut voir que l'application Deezer, elle a besoin de 26 permissions. On peut se dire peut-être que ces permissions, elles sont légitimes, je ne sais pas. Voyons voir. Première permission, elle vous demande d'accéder au Wi-Fi et au Bluetooth. Bon, alors le Wi-Fi ici, c'est pas la connexion, enfin c'est pas de faire une connexion Internet, c'est juste de savoir quel est l'état de votre interface Wi-Fi. Donc en fait, souvent derrière, ces connexions Wi-Fi, elles ne sont pas utilisées pour savoir si vous êtes connecté, enfin pour envoyer des données, elles sont utilisées pour savoir où vous êtes et pour récupérer un identifiant. Parce que dans le Wi-Fi, vous avez chaque appareil a un identifiant, et en utilisant ces permissions-là, on est capable de retrouver cet identifiant. Donc là, ça fait un identifiant qui est super, c'est un identifiant matériel, comme un numéro de série, qui est associé à votre carte Wi-Fi sur votre smartphone. Donc là, un identifiant, hop, c'est très bien, ça va dans la poche. Je vous disais, on peut aussi avoir la géolocalisation via le Wi-Fi. Parce que si votre smartphone, il fait un scan Wi-Fi, il voit tous les réseaux Wi-Fi qu'il y a autour. Et chacun de ces réseaux Wi-Fi, il a également un identifiant unique. Et si vous connaissez la position de tous les points d'accès dans le monde, vous pouvez facilement savoir où est une personne. Mais qui pourrait connaître la position de tous les points d'accès dans le monde? Google, Facebook, Apple. Comment est-ce qu'ils font? Alors Google, c'est assez simple, c'est qu'en fait votre smartphone, c'est un smartphone Apple ou Google, en fait en permanence, dès que vous avez votre géolocalisation qui est activée, il va écouter les points d'accès qui sont autour, les points d'accès Wi-Fi, il va les enregistrer, il va les envoyer dans une base de données, et cette base de données, voilà, elle permet de faire de la géolocalisation basée sur le Wi-Fi. Donc c'est en fait ce système-là qui vous permet de faire de la géolocalisation lorsque vous êtes à l'intérieur. Quand vous n'avez pas accès au GPS, en fait c'est les points d'accès Wi-Fi la plupart du temps qui vous permettent de vous géolocaliser. Pas aussi bien que le GPS, mais ça permet de vous géolocaliser à une dizaine de mètres près. Donc voilà une première permission qui était un peu étrange, mais on devine un peu derrière ce qu'ils veulent faire. Vous géolocaliser, même lorsque vous êtes à l'intérieur. Le Bluetooth, c'est la même chose. GetTask aussi, donc là ça vous permet de récupérer les applications qui tournent en ce moment. À quoi ça pourrait servir de connaître les applications qui tournent? Je ne sais pas, si je connais les applications que vous utilisez régulièrement sur votre smartphone, je vais commencer un peu à savoir quels sont vos centres d'intérêt. Par exemple, si vous êtes plutôt sur les réseaux sociaux, ou si vous avez une application à un jeu particulier, ou alors peut-être une application liée au sport, ou à peut-être une condition médicale, je ne sais pas. Mais vraiment, la liste des applications que vous utilisez, elle est révélatrice de votre personne et de vos données personnelles. Donc l'accès à Internet, donc ça c'est naturel, hein, pour envoyer des données. Et puis vibrer, et puis c'est déjà pas mal, et puis récupérer des identifiants. Donc AdID ici c'est un identifiant publicitaire en tant que tel. Donc voilà, toutes ces permissions-là, il y en a certaines qui sont légitimes, donc par exemple celles qui permettent d'accéder
au système de stockage, donc pour enregistrer peut-être de la musique pour consulter en ligne ou pas. Mais il y en a d'autres qu'on a vu ici qui n'étaient pas du tout, qui sont, voilà, on peut avoir des questions là-dessus. Alors le problème c'est qu'on a donné toutes ces permissions à l'application Deezer, mais ça veut dire que tous nos copains là tout à l'heure aussi, comme ils sont dans l'application, ils ont aussi le droit d'accéder à ça. Donc on a ouvert la porte pour Deezer, mais en fait on a ouvert la porte sans le savoir à tout un tas d'autres acteurs qui sont derrière. Voilà. J'avais dit que je ne serais pas trop... Bon, on va passer à la suite. Donc ça c'était la partie application, l'analyse qu'on appelait donc statique. Donc c'est ce qu'on vient de faire en fait. Ce que fait Exodus, c'est qu'en fait ils ouvrent le code source de l'application, le logiciel, et qu'ils vont chercher pour ces petits identifiants, ces petites traces de la présence de tous ces acteurs de traçage. Et donc voilà, déjà rien que l'analyse statique nous a permis de trouver ces choses inquiétantes. Vous imaginez ce qu'une analyse dynamique pourrait nous révéler, donc voir quelles sont les données qui sont consultées sur nos smartphones, à qui elles sont envoyées, et puis voilà, qui va recevoir quoi, ça serait extrêmement intéressant. Aujourd'hui, il faut savoir que ça, c'est des choses qui étaient faciles il y a quelques années à mettre en œuvre. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué à cause de mécanismes qui sont là pour des plus ou moins bonnes raisons, mais qui compliquent vraiment la tâche des chercheurs qui vont essayer de faire ces analyses-là. Mais bon, je fais attention au temps. Donc j'en ai terminé pour cette la deuxième partie. Je bois un coup d'eau et j'en profite si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, excusez-moi. Oui, je voulais savoir, ça représentait un marché d'accéder à ces entreprises qui recueillent des données. Elles payent par exemple Deezer ou Spotify, et c'est un marché qui pèse combien? Alors, le problème c'est que souvent, elles ne payent même pas pour accéder à Deezer ou Spotify. Ça c'est une autre question, ça me permet d'aborder un autre problème, c'est que que ça soit sur les sites web ou dans les applications mobiles, tous ces traceurs, souvent, ils sont intégrés volontairement et même de manière gracieuse par le développeur du site web ou de l'application. Pourquoi est-ce qu'il l'intègre à l'intérieur? On parlait tout à l'heure de Google qui était intégré au sein de Deezer. Si Google est dans Deezer, c'est parce que Google fournit des services qui permettent de calculer, enfin de remonter en fait ce qu'on appelle des statistiques d'utilisation. Donc comment est-ce que les utilisateurs utilisent leur application. Donc ça leur permet, eux, en interne, d'améliorer leur application en tant que telle. Mais ils ont aussi un système qui permet de retrouver les plantages, en fait, les erreurs qui apparaissent dans l'application et qui permet de les analyser. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement utile parce que si vous avez une application qui a des erreurs, vous avez envie de les connaître et de les corriger. Donc en fait, tous ces traceurs-là, en fait, ils sont présents. Parfois, ils sont rémunérés, mais dans un certain nombre de cas, ils sont inclus parce qu'ils offrent gratuitement certaines fonctionnalités. Donc les fonctionnalités d'analyse de l'usage des utilisateurs. D'autres, on a vu simplement la fonctionnalité d'envoyer une notification à l'utilisateur. Ça, c'est quelque chose qui peut être utile, mais en fait, les développeurs d'applications sont extrêmement fainéants et ils préfèrent récupérer, au lieu de passer des heures, des heures, je pensais des jours ou des mois, à écrire une partie des logiciels qui effectuent une fonctionnalité précise, ils préfèrent récupérer une librairie extérieure qui va faire un bloc qui va répondre exactement à leurs besoins et qui va fonctionner très très bien. Donc il y a un marché, en fait, il y a ces parties tierces en fait, qui développent des briques qui sont extrêmement utiles pour les développeurs d'applications et qu'ils offrent gratuitement. Donc les développeurs d'applications se servent, les intègrent dans leurs applications et donc ont une application qui est super, qui fonctionne bien, avec une belle interface, belle communication, qui ne plante pas. Mais au passage, ils ont fait rentrer en quelque sorte un cheval de Troie puisqu'ils ont invité dans l'application et donc chez
dans les smartphones des utilisateurs des parties tierces qui ne devraient peut-être pas s'y trouver parce qu'on sait que le modèle économique, lorsqu'on développe un bloc comme ça, on l'offre gratuitement, on ne l'a pas développé pour rien. On a envie de... Voilà, on a un modèle économique qui est clairement de collecter de la donnée. Et voilà, malheureusement, c'est souvent ça. Mais dans certains cas, ouais, ils rémunèrent les développeurs d'applications pour intégrer, en particulier tout ce qui est vraiment publicitaire. Là, c'est clairement, il y a une rémunération derrière. Est-ce qu'on peut utiliser ces applis, en l'occurrence Deezer, en refusant la collecte de données, en refusant la géolocalisation? Ça serait bien. Ça serait bien. Oui, si vous avez les bons outils. Et j'en parlerai un peu plus à la fin. Mais voilà, c'est ce qu'on a envie. En fait, c'est ce manque, cette absence de contrôle qui est dérangeante aujourd'hui. C'est qu'on n'est pas en mesure de refuser une partie de ces choses-là. Et on se retrouve à faire le choix, vous voulez utiliser Deezer, vous êtes obligé de dire oui à toutes ces choses. Et c'est la même chose avec tout un tas de systèmes. Et sur le mobile, sur le web, votre navigateur, vous pouvez installer des mécanismes qui bloquent certains trackers. Sur le mobile, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on peut le faire. Je voulais demander. Le système Exodus, il est simplement utilisé par les scientifiques? Non, c'est une association et c'est plutôt à destination du grand public. Donc c'est vraiment fait pour... vous cherchez Exodus Privacy et vous allez sur un site web qui vous donne, vous cherchez les applications que vous avez sur... je crois qu'ils ont même eux-mêmes développé leur application qui permet d'analyser ce que vous avez sur votre smartphone et de vous avertir, de vous sensibiliser à ça. Donc ils ont vraiment simplifié au maximum pour que ça soit accessible par le plus grand nombre. Mais voilà, bon, après il y a des limites dans leur système, mais c'est un excellent système qui permet de mieux comprendre les mécanismes de collecte de données qui sont sous-jacents à notre usage mobile. Alors, j'en arrive au dernier cas, les téléconnectés. Donc les téléconnectés, on s'en sert, on regarde des contenus, des matchs de foot ou d'autres contenus un peu plus intéressants. Je disais tout à l'heure, quand j'étais jeune, une télé c'était juste un tube cathodique avec ce câble qu'on branchait à l'antenne et puis c'était tout. Et puis ces dernières années, on a des choses on a commencé à avoir le numérique, la télé numérique qui est arrivée. Et puis on a commencé même à avoir des télés qui étaient connectées. Donc au début, c'était simplement pour faciliter la transmission entre un smartphone et un ordinateur et puis notre télé pour pouvoir envoyer un contenu sur notre grand écran dans le salon. Et puis ces téléconnectés, il y a eu tout un tas les réseaux sociaux qui sont apparus. Les services de streaming qui ont fait leur apparition et donc qui sont intégrés à l'intérieur. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle une télé connectée, ça ressemble plus à un ordinateur qu'à la télé qu'on connaissait il y a 20 ans. Vous voyez venir, donc une télé connectée comme ça, connectée à Internet, avec toutes les plateformes dont je viens de parler, il va probablement y avoir des problématiques de vie privée. Alors, je vais vous parler d'une étude qui a été menée par des collègues qui sont à l'Imperial College à Londres et qui ont mené une expérience donc qui n'a pas seulement concerné les télés, mais plutôt tous les objets connectés qu'on peut avoir dans notre domicile. Un frigo connecté, les enceintes connectées Alexa, où il y avait tout un tas de choses, micro-ondes connectées et plusieurs donc télé connectées. Et puis ils ont étudié ça dans un laboratoire, donc ils ont installé une petite salle dans leur labo, la salle que vous voyez en photo, dans laquelle ils ont entassé tout ça, et puis c'était pas une salle qui était fermée parce que les gens du laboratoire pouvaient se rendre dedans pour discuter, boire un café, manger, et puis regarder la télé éventuellement. C'était un environnement qui était censé vivre, pas aussi bien qu'une vraie maison, mais ressembler à un domicile. Et puis, tout cet ensemble d'objets connectés, il a été intégré dans une infrastructure un peu particulière. Donc ils ont configuré leur laboratoire de manière à observer les communications réseau de tous ces objets. Donc ces objets étaient connectés à Internet, mais comme tout à l'heure avec l'analyse dynamique, mes collègues étaient capables d'observer à la loupe
tous les échanges qui étaient faits entre ces différents objets et des serveurs distants dont on parlait tout à l'heure. Et donc ils ont appris beaucoup de choses, des choses assez surprenantes, ou ça dépend pour qui. Nous, ça ne nous a pas trop surpris, mais il y avait quand même quelques trouvailles intéressantes. Et ça a concerné tous les objets, donc c'est vraiment une expérience vraiment intéressante. Donc il existe, alors j'ai pas mis le lien, mais il y a pas mal d'articles qui sont en anglais sur cette expérience-là. Il y a l'article scientifique bien sûr, mais il n'est pas très abordable. Mais voilà, des interviews de mes collègues qui décrivent assez bien l'ampleur de ce qu'ils ont trouvé. Et donc sur les téléconnectés, donc ils avaient 2 téléconnectés et puis 2, vous connaissez là comment ça s'appelle, les petits connecteurs HDMI qu'on met derrière les Google Chrome et compagnie. Enfin, non, c'est Google TV. J'oublie le nom. Mais qui jouent à peu près le même rôle, qui peuvent rendre une télé connectée. Et donc, ces téléconnectés, ils se sont rendus compte qu'elles parlaient avec tout un tas d'acteurs. Donc les télés allaient parler avec, ici, des services de streaming comme Netflix. Ça paraît naturel que une télé connectée qui a Netflix configuré, elle communique avec Netflix. Elles vont parler aussi avec Google. Ça c'est moins évident, parce que ma télé, j'ai acheté une télé Samsung. Pourquoi est-ce qu'elle va parler avec Google? Ça n'a rien à voir. Elle va parler aussi avec Facebook. Ça aussi c'est étrange. Et puis tout un tas d'autres acteurs ici qui sont qu'on connaît ou pas. Mais on peut se dire, voilà, communiquer avec Netflix, Facebook, bah oui, parce que si j'ai configuré mon compte Facebook et puis mon compte Netflix sur la télé, c'est normal que ma télé parle avec Facebook et Netflix. Sauf que ces échanges-là, ils apparaissent même lorsque Netflix et Facebook n'ont pas été configurés. Parce que quand vous achetez votre télé, de base, il y a le petit logiciel qui vous permet d'utiliser Facebook. Il y a le petit logiciel qui vous permet d'utiliser Netflix. Mais si vous ne l'avez pas configuré, si vous n'avez pas créé de compte, etc., il n'y a aucune raison que ce petit bout de logiciel, il communique, il envoie des données vers Facebook et Netflix. Donc là, on a vraiment des choses qui sont problématiques parce qu'on a chez nous une télé qui se met à communiquer, à envoyer des données potentiellement personnelles vers des acteurs qu'on sait qui nous tracent d'habitude, qui sont sur nos autres plateformes. Et ici, ils nous tracent, on n'a vraiment rien demandé. Donc on se retrouve dans le même cas un peu de ce qu'on trouvait sur les sites web et sur les applications mobiles. C'est qu'on a notre usage numérique, on sait qu'on va avoir des échanges avec certaines parties, mais on a aussi des parties tierces qui sont présentes, qu'on ignore, et qui collectent des données personnelles à notre insu. Parmi les informations transmises, on avait par exemple la géolocalisation de la télé. Je ne sais pas bien à quoi ça sert, à part vraiment savoir qui vous êtes. Le modèle de télé, donc là ça commence à être intéressant si on veut un peu, par exemple, inférer votre niveau de vie. Est-ce que vous avez une vieille télé, plutôt 10 ans que vous avez acheté d'occasion, ou est-ce que vous avez la nouvelle télé 4K qui fait la largeur du mur et qui fait de la 3D? Donc là on commence à avoir un profilage qui est intéressant sur ces objets-là. Et puisque vous regardez votre activité, à quelle heure vous regardez la télé, quel contenu vous regardez, donc là il y a vraiment une intrusion sur votre consommation de contenu audiovisuel. Et là, savoir ce que vous regardez, à quelle heure vous regardez, ça peut en révéler beaucoup sur vous et sur votre foyer. Et puis, au-delà de ces systèmes-là, on a aussi une convergence en fait, qui existe entre ces télévisions connectées et le monde mobile. Puisqu'aujourd'hui, on commence à avoir des systèmes comme Android TV. Donc en fait, Android, qu'on connaissait sur nos smartphones, maintenant il commence à être présent sur des télés connectées. Il y a aussi Android qui commence à apparaître dans les voitures, Android Car. Donc Android va se retrouver partout. Et donc qui dit Android, là, dit souvent Google. Et donc Google va connecter des données pour vous. Mais ici, ce qui m'intéresse plus précisément, c'est le fait que notre télé connectée, maintenant, comme c'est un système Android, on peut installer des applications dessus. Et on se retrouve sur le même problème que tout à l'heure du smartphone, c'est qu'on va inviter sur notre télévision des applications qui vont avoir le droit d'accéder à des données et qui vont contenir des acteurs tiers qui vont accéder à ces données-là et les transmettre et nous profiter. Donc, je vais dire, aujourd'hui, même c'est déjà le cas,
une télé connectée moderne comme ça, avec Android TV ou un autre système équivalent, c'est quasiment la même chose qu'un smartphone, et le type de données collectées va être différent, mais ça va être vraiment complémentaire, et ça va être les mêmes acteurs derrière, ça va être les mêmes mécanismes. Voilà. Il y avait une question, non? C'est moi qui... Je vais boire un coup, je sèche. Pour en revenir à l'étude de mes collègues, ce qu'ils ont, je vous disais tout à l'heure, ils ont regardé quelles étaient les données qui étaient envoyées, mais ils ont aussi regardé à qui elles étaient envoyées. Et donc là, ils ont mis le nombre de connexions qui ont été créées par les appareils et vers qui est-ce qu'ils ont été créés. Et donc, ce qu'on voit en vert, ce sont ce qu'on appelle des CDN. Donc, c'est les distributeurs de contenu. Donc, c'est naturel d'aller les voir eux, parce que c'est eux qui vont vous envoyer vos vidéos de streaming. Donc, c'est normal que votre télé communique avec eux. Par contre, en rouge, on a tous les trackers. Donc, ceux qu'on connaît bien. Google Analytics, Neuralink, Brightcove, qu'est-ce qu'on a d'autres, bon, voilà. C'est les classiques qu'on connaît, qu'on aura pu retrouver tout à l'heure sur Exodus. Et donc on se rend compte que parmi les entités vers lesquelles on a des connexions qui sont créées par notre télé, eh bien on se rend compte que oui, il y a des flux qui sont à destination d'entités légitimes, mais qu'il y en a énormément qui sont à destination d'entités qui sont juste là pour collecter des données sur nous. Donc ça, assez révélateur des pratiques qui aujourd'hui dans nos télé connectées. Voilà. Et une petite parenthèse aussi sur les jeux vidéo. Donc parler de télé, la console de jeu elle n'est pas très loin. Et sur les jeux vidéo c'est pareil. Il y a tout un tas d'informations qui peuvent être collectées, des données qui peuvent être collectées et qui peuvent servir à inférer beaucoup de choses. Donc des données d'identité comme votre nom, adresse email, réseaux sociaux, donc ça c'est classique, rien de nouveau. Si vous renseignez ces champs-là, votre âge, votre âge et votre genre vont être renseignés. Vos émotions, vos compétences également, ça peut servir pour des recruteurs, ça. Vos capacités à résoudre des problèmes, donc en fonction des jeux. Il y a des jeux dans lesquels on a des problèmes à résoudre, où on doit s'orienter dans un environnement virtuel en 3 dimensions, et votre capacité à vous orienter dedans va être révélateur de certaines capacités cognitives. Et donc ça peut être intéressant. Donc si vous voulez recruter des gens, dans certains cas, ils vont aller tester les capacités des personnes en utilisant des jeux de ce type-là. Mais là, vous, en utilisant ce jeu-là, vous envoyez cette information à des parties tierces. Vos centres d'intérêt, votre pouvoir d'achat, par exemple, peut savoir quels sont le matériel dont vous disposez. Est-ce que vous avez la dernière console? Est-ce que vous avez les dernières manettes sans fil, etc., qui sont les plus chères possibles? Est-ce que vous avez une télé qui est géante, comme tout à l'heure? Est-ce que vous avez l'habitude d'acheter beaucoup de jeux ou pas? Quel genre de jeux vous consommez? Aussi vos traits de personnalité, puisque dans cette vidéo-là, on est en mesure de configurer, de personnaliser un avatar, et la façon dont vous le personnalisez va être révélateur de tout un tas de traits de personnalité. Donc ça, je suis tombé sur une étude qui expliquait ça, c'est assez intéressant à lire. Donc la console de jeu, c'est la même chose. Et puis les autres applications, les autres objets connectés, donc qu'ils soient liés à la consommation de contenu culturel ou pas, c'est vraiment la même chose. Donc la plupart des domaines dans lesquels on va creuser, on va trouver souvent les mêmes acteurs et les mêmes mécanismes de collecte de données personnelles. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette collecte de données, lorsqu'on va vers les objets numériques, c'est vraiment quelque chose d'omniprésent et auquel on a vraiment du mal à échapper. Alors, j'arrête là la partie anxiogène, je vais terminer avec une conclusion. Donc comment est-ce qu'on peut faire, j'anticipe, j'imagine que vous avez des questions comme ça, comment est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Donc une première façon de se protéger, c'est de configurer ces outils et de faire respecter ses droits. Donc typiquement, refuser la collecte de données. Lorsqu'on vous propose des trucs comme ça, des bannières de cookies sur les sites ou sur les applications mobiles, ben vous appuyez sur le bouton « Refuser tout » par défaut. Parfois c'est compliqué, donc là c'est un cas facile où vous avez le choix entre accepter tout, refuser tout. Souvent, le bouton refuser tout, il est tout petit ici, il n'est pas du tout en évidence, il est bien caché. Ça, vous avez déjà vu. Ce qu'on appelle en anglais les dark patterns, en fait, c'est fait exprès. Alors, ils vous mettent des interactions comme ça, des pop-up qui vous ennuient,
voilà, vous allez cliquer à chaque fois, vous faites l'effort d'aller cliquer sur le petit truc caché, et au bout d'un moment, il compte sur le fait que voilà, vous en ayez marre, vous acceptiez. Puis là, ils ne vous le redemanderont plus jamais. Donc ça, c'est des principes voilà, qui sont un peu déloyaux, et parfois, enfin, a priori, illégaux aussi. Donc ils n'ont pas le droit de faire ça, mais ils le font quand même. Donc c'est compliqué pour vous. Certains sites web, certains services sont vertueux et vous autorisent, vous permettent d'exercer ce droit. Donc là, faites-le quand vous le pouvez, c'est bien. Aussi, exercez vos droits. Vous avez des droits sur vos données. La CNIL le rappelle, donc vous avez le droit d'accéder aux données. Donc s'il y a des entités qui ont vos données, vous avez le droit d'accéder pour voir ce qu'elles ont comme données. Vous êtes aussi en mesure de rectifier si jamais il y a des erreurs dans ces données. Et surtout, vous avez le droit d'effacer, de demander l'effacement de ces données-là. Donc ça, c'est la théorie, c'est des vœux pieux, mais c'est faisable, en particulier pour tout ce qui est entreprises qui sont localisées en Europe, en France, donc qui sont soumis à la réglementation européenne. Des acteurs étrangers comme Facebook, Google, Twitter, etc. jouent le jeu également, même si parfois ils traînent des pieds. Mais l'effacement des données, voilà. vous pouvez y avoir, enfin vous y avez droit, et vous pouvez souvent exercer vos droits là-dessus. Donc pensez à le faire. La CNIL a des ressources là-dessus. Donc je vais souvent faire référence ici à la CNIL parce qu'ils ont beaucoup de ressources sur leur site. Donc ils ont des ressources à destination des professionnels, mais aussi du grand public, des guides. Donc souvent, si vous avez une question, besoin d'outils, de référence, vous pouvez aller sur ce site-là. C'est vraiment une mine qui est enrichie régulièrement. Je découvre souvent des super fiches, des super articles dessus. Voilà. Donc ça, c'est la premier axe de protection. Deuxième axe, c'est faire des choix dans ce que vous allez consommer, ce que vous allez acheter. Vous pouvez revenir à ce qu'on appelle ce qu'on appelle ici des solutions low-tech, donc quitter le numérique, revenir à l'analogique, quitter l'iPad ou l'iPod ou le smartphone et puis revenir à notre cassette avec le bon vieux Walkman. Bon, même si je sais qu'en ce moment il y a une tendance, c'est un peu à la mode de revenir au vintage comme ça sur ces trucs-là avec des tourne-disques, voilà, je ne pense pas que ça soit la bonne façon de faire, de vraiment faire une croix sur toutes ces technologies numériques. Ce que je vous suggère plutôt, c'est de faire le choix de solutions technologiques qui sont plus vertueuses, donc des alternatives aux systèmes qui existent et qui vous permettent de bénéficier de tous ces avantages du numérique tout en limitant ou empêchant la collecte de données. Donc moi ce que j'aimerais c'est qu'un jour alors aujourd'hui on a des Nutri-Score pour la nourriture, on a aussi des scores pour la consommation électrique de notre électroménager. J'aimerais que prochainement, on ait aussi des scores d'évaluation de la menace que représente une application mobile ou une télé connectée ou n'importe quel objet numérique. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. En attendant, on peut aller voir sur des systèmes, par exemple ici j'ai mis en évidence le système d'exploitation mobile Murena. C'est quelque chose qui est développé en France et c'est un système pour mobile, donc c'est quelque chose qui va remplacer votre Android classique. Mais c'est une version d'Android qui est dégooglisée. Donc ils ont retiré tous les éléments de Google dedans. Tout ce qui était... Donc Google ne vous tracera plus, sauf si vous invitez Google dans votre smartphone via une application. Mais par défaut, Google ne vous tracera plus. Il n'y aura plus tous ces traceurs aussi qui sont présents. Parce que lorsque vous avez votre smartphone, moi j'ai un Samsung, je sais que je suis traqué par Google, mais si je suis aussi tracé par Samsung et tous ces petits copains qu'il a invités lorsqu'il a construit mon appareil. Donc là, avec des systèmes comme ça, vous avez un système d'exploitation mobile. Je ne vais pas vous dire qu'il va fonctionner aussi bien qu'un système Android classique. Vous allez perdre des fonctionnalités puisque vous allez dire non à Google. Donc il y a tout un tas de choses que Google vous permettait que vous n'aurez plus. Mais néanmoins, je pense que dans beaucoup de cas, ce type de système-là va dans le bon sens et surtout vous encourager, en utilisant ce type de système, à avoir au développement de ces solutions alternatives qui sont plus vertueuses vis-à-vis de la protection des données personnelles. Donc je pense que ce type d'initiative, au-delà de vous protéger, vous encourager justement des comportements vertueux parce que ça va développer cet écosystème économique. Donc faites des choix. Des fois il faut faire des croix sur des choses pratiques et se dire voilà c'est pour protéger ma vie privée. Mais
Non, alors voilà, il faut faire des choix. C'est bien souvent, en fait, ce système-là, donc il n'est pas supporté par toutes les plateformes. Mais si demain vous vous dites, il me faut un nouveau smartphone, le mien est cassé, vous pouvez aller sur leur site et ils ont même des versions qui sont déjà préinstallées, vous n'avez rien à faire, vous l'achetez comme n'importe quel autre smartphone. Donc voilà, vous ne l'installerez pas sur votre dernier iPhone, mais ils supportent, de plus en plus, ils ont fait énormément d'efforts là. Il y a de plus en plus de smartphones qui sont, de matériel sur lesquels on peut installer ça. D'accord, c'est quand même une espèce un équivalent à CalixOS qui fait déjà cette... Ouais, alors... La part qui fonctionne que sur les modèles de Google. Oui, mais alors là, on a... Alors, je sais qu'il y a pas mal de solutions d'OS alternatifs. Pour moi, aujourd'hui, celui-ci, c'est le plus abouti et qui est le plus abordable, accessible pour une population de non-spécialistes, parce que, voilà, il y a tout un tas de choses techniques sur beaucoup d'autres systèmes qui sont... Voilà, on peut pas... que certaines personnes peuvent faire, mais que la plupart de la population ne peut pas faire. Donc faire des choix des fois qui sont difficiles, renoncer à certaines fonctionnalités. Aussi installer des outils pour vous protéger. Des outils pour la protection, mais aussi pour la transparence. Je parlais tout à l'heure de navigation web. Je vais citer Privacy Badger. C'est une extension que vous installez, un petit logiciel que vous rajoutez dans votre navigateur web. Et ce petit logiciel-là, il va avoir deux fonctions. Premièrement, il va bloquer tous les traceurs, et en plus, il va vous dire quels sont les traceurs qui allaient se charger. Donc il les bloque, mais il vous dit qui allait se charger. Donc ça vous permet déjà de vous protéger et de prendre conscience de l'ampleur du traçage sur un certain nombre de sites web. Et en plus, je crois que ça va vous retirer pas mal de pubs. Donc vous avez des pages qui sont plus faciles à lire. L'autre fois, j'ai chargé la page du Monde en ayant désactivé cette extension. Je ne reconnaissais pas du tout. Je n'avais pas réalisé l'ampleur de la publicité sur ces pages-là. Donc vous avez des pages qui sont beaucoup plus épurées grâce à ça. Et donc ça vous permet, donc il y a l'aspect transparence ici qui est important, qui vous permet de vous rendre compte à quel point, donc sur certaines pages, vous avez des trentaines de traceurs différents, donc d'entreprises, de tiers différents, qui sont présents, et donc si l'extension ne les avait pas bloqués, auraient été mis au courant que tel jour, vous avez regardé telle page pendant telle durée de... Voilà. Bon, vous imaginez en fonction des pages qu'il y a derrière. Donc ça, c'est pour le web. Pour le mobile et pour les objets connectés, il y a des solutions, en particulier ce système-là. Donc celle-ci, c'est très accessible. Je pense que tout le monde ici peut l'installer. Privacy Badger, ils ont des guides très très simples. Ici, c'est un peu plus technique. Donc ici, l'idée, c'est d'avoir un petit appareil comme ça, qu'on appelle un Raspberry Pi, qui a été configuré et qu'on met sur notre réseau dans notre domicile. Et en fait, en le mettant sur notre réseau, ça va être un peu le truc anti-moustique, enfin l'attrape-mouche là. Et il va attraper tous les flux réseau qui étaient censés partir vers les traceurs, donc qui partaient de notre smartphone, de notre ordinateur, de nos objets connectés, qui étaient censés partir vers ces parties tierces qui collectent des données sur nous, et il les intercepte et il les bloque. Et donc comme ça, il n'y a plus de données qui sont envoyées vers nous. Deux problèmes. Le premier, je vous disais, c'est que c'est pas forcément évident. Je pense que c'est pas accessible par le grand public. Peut-être que c'est le genre de choses qui vont se démocratiser et que demain vous pourrez acheter, installer chez vous très facilement. Et aussi, en bloquant ces communications, parfois ça casse certaines fonctionnalités des sites, enfin des applications et des sites. Donc si des fois il se trompe, qu'il bloque un flux alors qu'il n'était pas censé, qui servait à quelque chose parce qu'il l'a mal classifié comme étant un flux qui allait vers un traceur, eh bien vous allez faire en sorte que vous allez avoir une expérience dégradée avec certaines de vos applications, de vos usages numériques. Voilà, donc ça c'était, donc il y a Privacy Badger, donc Pi-hole qui est ici, il y a Exodus dont on a parlé tout à l'heure, donc tous ces outils qui vous permettent d'avoir plus de transparence et de mieux comprendre un peu ceux qui vous tracent, à défaut de pouvoir toujours les bloquer, savoir la quantité d'entreprises qui vous tracent, c'est, je pense, quelque chose d'important. Et voilà, j'en arrive à la fin de ma présentation. Donc ici, j'ai mis un petit QR code qui vous envoie vers éventuellement les supports de présentation. Je vous laisse mon adresse email ici, j'ai mon site web, et puis j'ai un compte Twitter pour je ne sais pas combien de temps encore, mais j'ai un compte Twitter sur lequel je partage des informations sur
les choses dont je vous parle ici. Voilà, et puis bon, j'ai des références ici, mais je pense que c'est pas le plus important. Merci de votre attention. Et donc voilà, maintenant on m'a dit que j'avais un peu de temps pour répondre à vos questions et pour échanger avec vous. Oui, simplement, on sait qu'on peut le voir là, c'est affiché, mais on l'a sous forme d'un papier. Est-ce qu'on pourrait mettre ça sur le... Oui, on peut mettre ça sur notre ouais, on mettra le site lien. Université Populaire, Médiathèque Capi, et sur la page de l'Université Populaire. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, oui. Ouais, On mettra le PDF si vous êtes d'accord, d'accord. et vous retrouverez la page contact. Je vais peut-être un peu copain, mais dans votre façon de vivre, vous avez mis quoi en place, vous? Alors, j'ai fait des choix, mais j'ai pas renoncé à... Donc, déjà, il y a certains... Alors, on va commencer par le web. Donc, sur mon navigateur, j'ai installé tout un tas de Privacy Badger et d'autres pour cloisonner un peu pour empêcher tous ces traceurs d'exister. J'utilise aussi des solutions VPN de temps en temps pour masquer ou changer d'identité sur Internet pour avoir... pour quand je commande mes billets d'avion, par exemple, je change d'identité pour éviter qu'ils repèrent que je suis intéressé par un billet. En fait, il y a ces mécanismes-là. Ils voient que quand vous hésitez, que vous revenez plusieurs fois vous faites la même recherche, mais ils augmentent artificiellement les prix et ils vous disent qu'il n'y a plus beaucoup de place. Donc pour vous inciter à prendre le billet vite et vous faire croire que... pour déclencher, en fait, c'est des mécanismes pour déclencher les comportements d'achat. Donc ça, j'essaie de l'utiliser. Sur mon mobile, je suis en cours de transition vers ce système Murena. Je n'ai pas encore franchi le pas totalement. Mais en tout cas, sur mon smartphone, j'ai fait un certain nombre de choix sur les applications mobiles. Donc, un choix que je pense fort, parce qu'on me le fait remarquer souvent, c'est que je n'ai pas WhatsApp. Et donc, cette application de messagerie instantanée qui est utilisée par énormément de personnes. Et donc, ce week-end, j'étais... un anniversaire, on était 30, j'étais le seul à pas avoir WhatsApp et j'étais le seul à pas pouvoir partager les photos, les commentaires et les blagues sur ce canal-là. Donc voilà, c'est un choix. Je me suis mis du coup, je me suis exclu de certaines discussions. Mais voilà, WhatsApp c'est Facebook et c'était pas compatible avec mes principes, mes convictions. Néanmoins, j'ai pas WhatsApp, mais j'ai une autre application qui s'appelle Signal. J'ai profité d'un moment où WhatsApp avait... il y avait des rumeurs qui couraient sur WhatsApp pour tirer avec moi un certain nombre de mes amis, de mes contacts, de ma famille. Et du coup, j'ai réussi à maintenir sur mon système Signal qui est sécurisé, que j'ai largement plus confiance dans celui-ci. J'ai réussi à récupérer un certain nombre d'utilisateurs. Donc aujourd'hui, je me suis coupé d'une partie de mon réseau social, mais j'ai quand même réussi à maintenir. Et voilà, c'est ce type de système-là, ils ont besoin d'une masse d'utilisateurs pour fonctionner. Donc, si j'étais le seul sur Signal, ça n'aurait pas été intéressant. Mais voilà, en passant sur Signal et en incitant d'autres personnes autour de moi à passer sur Signal, j'ai réussi à faire fonctionner ça. Si jamais on vous invite à aller sur Signal, n'hésitez surtout pas, c'est extrêmement facile. Et voilà, vous allez dessus et vous vous rendez compte, ah mais en fait c'est machin qui m'a invité, il y a aussi Bidule et un autre qui sont aussi dessus, donc on peut communiquer aussi dessus. Et donc au fur et à mesure, j'ai l'espoir qu'il y ait de plus en plus de personnes qui aillent dessus et que je puisse communiquer avec autant de personnes sur Signal que j'aurais pu le faire avec une autre application type WhatsApp ou Facebook Messenger. Voilà, après, bon, j'ai pas beaucoup d'objets connectés chez moi et voilà, j'essaye d'installer ces choses-là, donc il y a des trucs un peu techniques, mais qui sont, moi je suis capable de faire, mais que je pense que la plupart de la population n'est pas en mesure de mettre en place. Il y a des choix. Et je me suis pas coupé totalement de tous ces usages. Je regarde Netflix, j'ai Deezer. Le Darknet, ça donne quoi ? Alors, le Darknet, qu'est-ce qu'on appelle le Darknet ? Alors le Darknet, c'est des réseaux qui sont pas accessibles par
directement. On a besoin souvent d'outils pour y accéder, de logiciels spécifiques. Et sur ces réseaux-là, on peut... il y a plein d'usages. Donc on dit on a envie de cacher des choses, donc c'est forcément des choses mal qu'on a envie de cacher. Donc certes, il y a des choses moches, répréhensibles qui sont dessus. On a des histoires de trafic de drogue, trafic d'armes, de la pédopornographie, ce genre de trucs horribles. Mais on a aussi des usages qui sont quand même positifs. Puisque sur ce type de système-là, on est capable en fait d'accéder à des informations de manière anonyme. Donc ça peut être bien dans certains cas pour par exemple contourner la censure. Donc on est dans un pays qui censure Internet, et bien en passant par ces réseaux détournés, on est en mesure d'accéder au reste, à l'Internet, au vrai Internet du reste du monde. Ça c'est des systèmes qui sont utilisés dans certains pays où il y a une censure, un contrôle d'Internet qui n'est pas vraiment le cas chez nous. Et puis on a aussi, pour ce type de réseau, la capacité d'accéder, donc je vous disais tout à l'heure, via des canaux cachés à des informations, donc, en particulier pour les journalistes. Les journalistes s'en servent pour pour publier des informations pour protéger leurs sources. Donc comme c'est des systèmes qui empêchent d'identifier les personnes, on va pouvoir protéger les sources. Donc si une source veut envoyer un dossier à un journaliste, il va pouvoir passer par ce genre de réseau-là pour faire ces échanges sans qu'il prenne de risques pour ne révéler son identité. En parlant du sujet intérieur, je voudrais savoir si c'est vraiment normalement ce qui nous fait beaucoup, c'est des fenêtres en navigation privée. Est-ce que c'est effectif ou pas? Normalement, pour acheter des billets d'avion, quand je veux vraiment acheter autre chose, je vais en navigation privée. Voilà. Alors, navigation privée, alors j'aime pas trop le fait que c'est pas vrai, enfin c'est plus ou moins privé. Ça va surtout être privé vis-à-vis des personnes qui pourraient utiliser votre ordinateur. Parce que quand vous quittez, vous fermez l'onglet navigation privée, ce que vous avez fait dans cet onglet-là disparaît. Donc si vous revenez après, ça apparaît pas dans l'historique, etc. Après, vous me disiez, ouais, pour ceux qui vous le faites pour faire vos achats de billets parce que vous pensez qu'ils ne vont pas faire le lien avec votre autre identité. Ça, donc ce que j'ai compris de ça, c'est que c'était vraiment un piège, parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas tracé, mais qu'en fait, à peu près les mêmes traceurs sont capables de vous retrouver. Alors déjà, vous êtes sur Google Chrome, par exemple, donc le logiciel navigateur Chrome, ou si vous êtes sur Firefox, enfin, on va faire l'hypothèse que vous êtes sur Chrome, donc si vous êtes sur Chrome, c'est Google qui est au courant de tout ce que vous faites déjà. Ensuite, tous les traceurs qui sont à l'intérieur, ils vont être un peu perdus parce que les cookies que vous avez d'habitude, qui sont installés par votre navigation classique, ils sont plus présents parce que vous êtes dans un onglet de navigation privée qui est dissocié. Donc les cookies ne sont plus accessibles. Donc il n'est pas capable de vous reconnaître directement. Néanmoins, il y a plein de façons de vous reconnaître. Déjà, l'adresse IP, donc l'adresse internet depuis laquelle vous vous connectez. Ça, il va commencer à vous reconnaître avec ça. Après, il y a peut-être d'autres éléments dans votre navigateur qui permettent de vous reconnaître. Il y a en particulier des techniques qu'on appelle de faire des empreintes du navigateur, donc qui en fait combinent tout un tas d'informations techniques sur votre navigateur de manière à faire un identifiant unique. Ce que j'appelle par information technique, c'est par exemple la version du logiciel que vous avez, la taille de votre écran, les polices de caractères que vous avez installées, les extensions que vous avez installées, et dans quel ordre vous avez installé ces extensions, le matériel que vous avez sur votre... est-ce que vous avez le dernier Windows, quelles sont les options installées, etc. Et en fait, il y a tellement d'options comme ça, j'en ai juste donné quelques-unes, mais il y en a tellement qu'au final, toutes ces options, si on prend une option individuellement, elle ne permet pas d'identifier une personne. Mais si on les regroupe tout ensemble, dans la majorité des cas, elles permettent d'identifier une personne de manière unique. En plus, si vous rajoutez à ça les identifiants, l'adresse IP, le réseau dont je vous parlais tout à l'heure, vous êtes réidentifié. Donc, utiliser une navigation privée,
pour moi, c'est pas... enfin, l'onglet navigation privée, en fait, il y a plein de façons de vous retrouver. Donc il faut être plus... si vous voulez vraiment être là-dessus, il faudrait utiliser des systèmes comme des VPN, des proxys, ou le système Tor avec un navigateur web dédié pour faire ça. C'est compliqué, techniquement, d'échapper au traçage. Donc là, vous avez saisi qu'il y a vous avez un besoin d'échapper au traçage pour ne pas payer au prix fort vos tickets de train ou d'avion. Mais vous, en fait, on se rend compte que c'est compliqué. Est-ce que vous trouviez que c'était efficace Je dis pas que ça marche pas, mais j'ai... Oui, peut-être, oui. Ouais. Bon, cette démarche, bon, je pense que c'est mieux que rien, mais il y a une fausse impression dans le nom navigation privée. Une fausse impression qui est donnée à l'utilisateur que la navigation n'est pas vraiment privée. Il y a toujours des personnes qui nous tracent et sont bien souvent capables de faire le lien avec notre véritable identité. C'est plutôt pour vous protéger des personnes qui pourraient utiliser votre navigateur après, qui pourraient regarder ce que vous avez fait dessus. Finalement, c'est quoi le gros risque finalement de tout ça? Si c'est de savoir qu'on regarde tel film, qu'on aime tel film, qu'on fait ça c'est pas... Alors je sais pas, après ça dépend des films qu'on peut regarder. Il y a certains films peut-être qu'on n'a pas envie de... J'ai pas Netflix. Oui, mais... voilà, mais dans le cas général, il y a peut-être certains contenus qu'on n'a pas envie de révéler, qu'on regarde. Hein. Typiquement contenu pornographique ou certains... Voilà, c'est des choses qu'on n'a pas envie de partager avec tout le monde. Donc peut-être qu'on n'a pas envie que notre voisin le sache. On a... Du coup, pourquoi on dirait à quelqu'un qui est de l'autre côté de la planète, une entreprise qui collecterait ces données-là? Alors, un des problèmes aussi, c'est toutes ces données-là. Vous vous dites, bah, je m'en fiche, c'est une entreprise qui est de l'autre côté de la planète. Elle va... Bon, certes, qu'est-ce qui se passe? Vous avez peut-être entendu parler, il y a certaines entreprises qui se font pirater. Donc, en ce moment, c'est à la mode en France, enfin, c'est pas mal des hôpitaux, les universités, etc., des communautés, des départements, etc. qui sont... Donc la CAPI, je crois pour l'instant, il n'y a rien eu. Alors on a eu à une époque un ransomware qui a effacé tout un serveur. Ouais, donc ça c'est le genre de menace qui existe. Et donc il y a les demandes de rançon qui existent, mais aussi pour récupérer les données, mais aussi les demandes de rançon pour ne pas publier les données. Donc, je crois que en ce moment, c'est une assurance, je ne sais plus quel pays, qui a des données sur des patients, des données médicales, donc vraiment tout ce qu'ils ont, tout leur historique, tout leur dossier patient, de tous les praticiens qu'ils ont vus, et qui menacent de le publier, et ils publient ça au compte-gouttes, je crois que c'est 1000 personnes par 1000 personnes, en espérant qu'ils reçoivent une rançon. Donc peut-être qu'un jour, il y a sûrement des entreprises qui ont un méga fichier sur vous, qui voient à peu près tout ce que vous avez fait, tous vos centres d'intérêt, peut-être qu'ils ont les informations... Alors je ne sais pas qui a déjà fait des recherches sur le web, sur des pathologies médicales. Oui. Bah, peut-être qu'il y a certaines pathologies. Est-ce que vous metteriez toutes vos recherches web, vos recherches Google, est-ce que vous les publieriez sur un réseau social ou vous les metteriez sur un panneau à l'entrée de votre domicile? Moi je ne le ferais pas. Donc il y a ce risque-là, ces informations, on dit oui, mais c'est pas grave, c'est quelqu'un de l'autre côté de la planète, mais il y a quand même un risque réel que ces informations, à un moment, deviennent publiques. Donc ça peut être une gêne vis-à-vis de vos proches, plutôt une gêne sociale, mais ça peut devenir un problème parce que si jamais il y a certaines assurances qui ont commencé à dire bon, bah, vous, je vois que vous avez une hygiène de vie qui n'est pas terrible, bah, je vais augmenter de 100% votre cotisation. Voilà, donc ça c'est des exemples. Et puis ça peut être aussi une surveillance étatique. Donc aujourd'hui, bah, on a un système politique qui est plutôt souple. Hein, on n'est pas, mais rien ne dit que des choses qui peuvent basculer. Et là, bah, quand on a des données comme ça, c'est typiquement ce qui est utilisé. Si on prend l'exemple de pays comme la Chine, il y a une surveillance importante et cette surveillance, elle est utilisée par l'État pour censurer et contrôler la population à divers degrés. Mais c'est vraiment des choses qui sont
pour moi inquiétante, et ça ne se limite pas simplement à savoir que oui, je vais avoir une pub pour le dernier mixeur pour mon cadeau de Noël. C'est pas juste ça, ça va beaucoup plus loin. Qwant là nous dit qu'ils ne vont pas garder nos données, par exemple. Qwant, hein, oui. Le moteur de recherche. Ouais. Alors oui, c'est un moteur de recherche, c'est le moteur de recherche français là, qui se présente comme une alternative à Google et qui dit nous, contrairement à Google, on ne va pas enregistrer. Donc, ce que fait Qwant, en fait, surtout, c'est qu'il n'enregistre pas enfin, il ne vous profile pas en tant qu'utilisateur. Il va répondre à votre requête. Une requête, bon voilà, la qualité du moteur de recherche, ça je laisse de côté, mais au niveau du fonctionnement, il va répondre à votre requête, mais il ne va pas enregistrer que vous, en tant qu'utilisateur, vous avez fait telle requête, et il pourrait s'en servir par la suite pour vous profiler sur certaines choses. Donc c'est vraiment la différence avec Google. Et aussi, alors il me semble, je dis ça à prendre avec des pincettes, la publicité qui est affichée dans Qwant, cette publicité ne dépend pas du profil de l'utilisateur. Ça va dépendre de la requête qui va être effectuée. Donc vous allez avoir une publicité qui est certes ciblée, mais elle ne va pas être ciblée sur votre profil, votre historique qui remonte. C'est juste un instantané. Oui, vous êtes intéressé par un concessionnaire de voitures, donc vous allez avoir une publicité pour... Donc voilà, de ce côté-là, c'est un modèle qui est plus vertueux. Et donc ça peut être aussi un choix de quitter ces moteurs de recherche comme Google et de passer sur des moteurs comme Qwant. Même si voilà, ces moteurs alternatifs, ils n'ont pas les mêmes moyens. Généralement, la qualité des réponses n'est pas au niveau de celle de Google. Peut-être que cette perte de qualité, ça peut valoir le coup si on sait que de l'autre côté, on n'est pas fiché, profilé comme ça. C'est quand même la perte de qualité principalement sur Google Maps et sur les avis qui sont liés. Moi j'utilise DuckDuckGo depuis plusieurs années et juste au niveau de la recherche, il n'y a pas de différence quasiment. Elle est peu notable. Oui, alors ça dépend comment, mais je suis d'accord avec vous, si vous avez bien cerné, si vous avez l'habitude d'utiliser un moteur de recherche, vous avez bien cerné ce que vous cherchez, vous allez le trouver très rapidement, mais c'est vrai qu'il y a d'autres éléments des moteurs de recherche, comme vous disiez, là, tout ce qui est les maps, etc., où c'est clair que c'est un autre niveau. Faire des recherches d'une base de données pour trouver des sites web, ça fait longtemps qu'on fait ça, je peux dire c'est facile, mais c'est accessible, donc c'est pour ça qu'il y a des concurrents qui sont apparus. Et faire des recherches sur des cartes, des données géographiques, avec éventuellement des avis dedans, c'est quelque chose qui est moins accessible, et du coup on a des qualités sur ces moteurs alternatifs qui sont... On se rend compte de la dégradation là, mais voilà, il faut, je pense, encourager toutes ces solutions alternatives, les utiliser pour qu'elles se développent aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette situation de quasi-monopole de Google sur ces moteurs de recherche. Enfin, qui utilise un autre moteur de recherche que Google ici? Voilà, vous êtes quelques-uns, mais voilà, c'est la quasi-totalité d'entre nous le font, quoi. Et donc les choix de Google, après il y a tout un tas d'autres éléments autour de la souveraineté, mais très peu de personnes déjà n'ont conscience qu'il y a une alternative qui existe, et très peu de personnes font ce choix justement de quitter Google pour aller vers les autres. Mais je pense qu'il faut aller vers ces solutions alternatives pour favoriser leur développement, et quand ils vont se développer, ils vont améliorer leurs services, et ça va attirer d'autant plus de personnes. C'est quelque chose qui, j'espère, je ne sais pas si ça va se passer comme ça vraiment, mais on peut espérer un développement en participant, en faisant ce choix-là, on contribue non seulement pour nous, mais aussi on contribue pour faciliter le développement du service qu'on utilise derrière. Je crois qu'il existe, là, je connais des jeunes avec qui j'ai parlé ce week-end, des BTS justement qui vont faire pour la communication pour les entreprises justement, qui vont communiquer sur les réseaux sociaux. Alors est-ce que c'est bien raisonnable? Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est... vous voulez communiquer, c'est vrai que la plupart des entreprises ont besoin d'une vitrine publique. C'est pas dangereux pour eux? Alors ça peut être dangereux, il faut le contrôler. Alors après là, c'est plus trop des prêts livrés, mais il peut y avoir quand on a des profils sur les réseaux sociaux, la communication, il faut faire attention, il ne faut pas qu'il y ait d'accidents sur ce qu'on publie. On a vu pas mal ça s'appelle les community managers qui faisaient des erreurs ou des catastrophes. Oui, les entreprises,
en allant sur ces réseaux sociaux pour communiquer, contribue en fait. Alors moi, je connais une mairie qui communique quasiment que sur Facebook. Je suis un peu gêné parce que j'aimerais avoir les informations sur le site de la mairie plutôt que d'aller sur le site. J'aime pas Facebook, j'ai pas envie que Facebook me trace. Donc si pour consulter les informations relatives à ma commune, je suis obligé d'aller sur Facebook, je trouve ça un peu problématique. Donc je suis d'accord avec vous. Je pense que cette présence sur ces réseaux sociaux, elle est nécessaire parce qu'il y a un public, il y a une audience dessus, mais ça ne doit pas être la seule source d'information. Ces entreprises, ces entités, ces communes ou n'importe quelle association se doit d'avoir aussi une vitrine sur le web classique pour permettre aux utilisateurs d'accéder à l'information sans passer par ces portails. Il y a des cas extrêmes de personnes qui pensent que Facebook c'est Internet. Il y a une confusion. Il y a autre chose que ça. Ils font tout, la recherche, la consultation de toute la communication se fait par Facebook. Donc ça c'est vraiment des cas extrêmes, mais il y a cette tendance, c'est-à-dire que j'ai créé une page, oui, où est-ce qu'elle est ta page? Oui, c'est sur Facebook, mais non, ta page, tu aurais dû la créer sur le web classique, parce que là, tu me forces à aller chez une entreprise qui va me tracer, et qui me trace déjà beaucoup. Si je peux un peu revenir sur la souveraineté de ces données. Ouais. Dans votre choix d'aller sur le teaser, pourquoi vous n'avez pas fait plutôt le choix de garder votre propre musique? C'est un choix de... J'avoue, c'est un choix de facilité, c'est de la paresse. C'est juste... Après, alors, une des différences, c'est que là, il y a l'aspect suggestion collaboratif qui fait que j'ai des suggestions de nouveaux contenus que... Avant, j'étais un peu dans... J'avais mes discothèques, et là, c'est vrai que j'ai l'impression, depuis... Ça fait 2-3 ans que j'utilise Deezer, j'ai l'impression d'avoir découvert d'autres artistes, que je n'avais pas découvert. Mais là, j'avoue, c'est vraiment une faiblesse. C'est ma femme qui a pris 10 heures pour la famille et j'ai pas refusé. Pour mes filles, et puis au final, tout le monde s'y est mis. Sinon, dans vos médiathèques, vous avez aussi un large choix de CD. Oui, on se sert parfois. Ouais. Merci beaucoup. N'hésitez pas, j'ai pas réponse à tout, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter via le mail ou Twitter.